Hello à tous, hello, hello. Bienvenue dans ce live. Vous êtes en train de rentrer du coup. Je vais vous laisser, on va laisser le temps aux gens de charger Zoom et d'arriver. Hop, il y a déjà plusieurs dizaines de participants, donc ça fait plaisir. Je vais aller regarder du côté de la liste pour voir un petit peu s'il y a des têtes connues. Salut Alexandrine Baptiste, hello Damien, salut Loris, Jérémy, Mathieu. Hop, ouais, ça charge beaucoup, plusieurs Thomas. Salut tous les Thomas, salut Théo. Waouh, bon, bah, on est déjà en train de se rapprocher des 100 participants au bout de 20 secondes, ça fait plaisir, il y a du monde. N'hésitez pas à dire coucou dans le chat, je vois qu'il y en a qui commencent déjà à saluer, à dire qui vous êtes aussi. Ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on est avec Brice, du coup. Brice qui est PEM chez Docto depuis un peu plus de 2 ans et qui a eu l'occasion de bosser sur des sujets assez stratégiques et donc notamment la question de est-ce qu'il faut acheter ou développer en interne des produits et des features clés. Donc, ça va être un peu le sujet du live aujourd'hui. Vous allez voir vraiment une approche assez méthodologique et hyper intéressante. Voilà, super content de te recevoir, Brice, là-dessus. Ça va être interactif. Donc, jouez le jeu et flasher le Slido pour participer à cet échange. Et évidemment, il y aura le Q&A à la fin. Donc, gardez bien vos questions, on les prendra et on vous donnera le micro. Donc voilà, vous allez pouvoir poser directement vos questions à Brice. Sur ce, c'est cool de vous avoir tous sur le live. Let's go. À toi de jouer, Brice. Yes. Salut tout le monde. Tac. Du coup, pour le Slido, vous avez ici le lien. Vous pouvez flasher le QR code. Juste, vous avez juste à mettre le code pour poser vos questions tout le long de la présentation. Et puis, on les traitera plutôt, plutôt à la fin. Voilà, je vous laisse quelques secondes si vous voulez y aller avec le code ou avec le QR code. Et j'en profite pour remercier TPC de me laisser la parole sur ce sujet, qui est un sujet assez intéressant, je trouve, et j'espère que vous allez le trouver aussi intéressant que je l'ai trouvé. Et, du coup, pour commencer, peut-être quelques mots sur Doctolib, une société que vous connaissez pas, je suppose. Donc peut-être que vous connaissez pas certains éléments de Doctolib. Doctolib, c'est une société qui est présente sur 3 pays, donc historiquement en France et en Allemagne et en Italie. C'est environ 340 000 praticiens qui utilisent les produits de Doctolib aujourd'hui. Et pour vous donner un ordre de grandeur du trafic associé à Doctolib, c'est environ 6 rendez-vous pris sur la plateforme par seconde, voilà, sur les 3 pays, bien sûr. Et en termes d'orga produit, ce qui nous concerne un peu plus, c'est 70 feature teams, donc grosse machine quand même, organisée en 8 domaines. Un domaine chez Doctolib, c'est quoi? C'est on va dire un domaine fonctionnel, donc c'est en général un domaine par produit au moins, donc sur trois produits, donc au moins 3 domaines, et ensuite des domaines qui sont plus support des autres domaines, des domaines liés à la scalabilité de la plateforme, à la sécurité, à la performance des équipes commerciales, etc. Et si vous faites le ratio, 70 feature teams pour 3 produits, ça montre aussi le focus de Doctolib. Voilà, là où il peut y avoir des boîtes où il y a autant de feature teams que de produits, Doctolib, ça a été très longtemps un seul et unique produit, le produit que vous consommez en tant que patient, et l'envers du décor qui est une sorte de Google Agenda pour les praticiens. Quelques mots sur moi, non pas que je veuille parler de moi, mais si ça peut aider certains dans leur parcours. Je sais que c'est pas facile le parcours de product manager, tant pour le devenir que pour évoluer en tant que product manager. De mon côté, j'ai commencé par une licence dans une école qui s'appelle Supinfo, une école d'informatique, puis un master dans une école spécialisée dans les métiers du web qui s'appelle Ethic. J'ai commencé ma première expérience en tant que consultant dans un cabinet de conseil, et c'est là où j'ai découvert le product management. Donc ça s'appelait pas comme ça à l'époque, ça s'appelait chef de projet fonctionnel. Et en fait, le cabinet de conseil s'est dit, ah, ça serait cool de faire un tool
parce que dans nos missions, on constate qu'on a plein de tâches manuelles qu'il faudrait automatiser. Donc, le tool a été fait et puis à mi-temps, je faisais la gestion de projet fonctionnel de ce tool. Je me suis vite rendu compte que faire la gestion de produits dans un cabinet de conseil, c'était pas top. Donc, j'ai essayé de rejoindre un premier éditeur de logiciels. C'était le cas en 2013 avec Commanders Act, donc un éditeur de logiciels dans le monde du digital marketing. Et j'étais le premier product manager. Donc, pour ceux qui l'ont été ou qui le sont encore, voilà, c'est sympa. On apprend beaucoup de choses, mais on ne fait pas que, voire pas trop, de product management. Et du coup, j'ai essayé d'apprendre par moi-même, mais bon, voilà, ça a ses limites. Donc, j'ai rejoint une société qui s'appelle Tiny Clues, toujours dans le domaine du digital marketing, éditeur de logiciels, où là, j'ai voulu la rejoindre principalement pour apprendre et à travailler avec des gens en fait qui sont PM et avoir un ou plusieurs mentors sur le sujet et découvrir au passage un domaine, le machine learning. Et ensuite, ça, c'est plus pour les différentes casquettes de PM. Je travaillais sur des produits chez Commanders Act et Tiny Clues qui étaient des produits très front-end, donc avec 90%, 80% de front-end et 20% de back-end. Et j'ai voulu faire un switch chez iAdvise et chez Doctolib aussi pour travailler sur des produits avec une plus forte composante back-end, donc très peu de front et beaucoup de travail autour des données, autour des API, autour des intégrations, etc. Plus pour travailler ma casquette technique. Voilà, et cette petite anecdote, c'est marrant parce que je vois, quand j'ai écrit 2013, je me dis, waouh, en fait, ça fait 10 ans que je fais du product management, mais enfin, même au bout de 10 ans, il y a tellement de choses à connaître encore que je me dis qu'il faudrait 2 ou 3 vies pour connaître toutes les casquettes d'un product manager. Bref. Et chez Doctolib, du coup, pourquoi? Parce que société à impact, vous allez me dire c'est la mode, mais c'est quelque chose que je cherchais aussi. Continuer à grandir. Et puis un petit point qui peut vous intéresser, voilà, quand le besoin se faisait sentir de mon côté de switcher de boîte, c'est principalement parce que je voulais changer de problématique. Et l'avantage de travailler dans une boîte comme Doctolib ou comme d'autres de la même envergure, c'est que si on veut changer de problématique, même changer de poste, pas besoin de changer de boîte, on peut changer juste d'équipe. Et ça, c'est hyper confortable parce que c'est beaucoup plus simple et ça requiert beaucoup moins d'investissement personnel, professionnel de changer de team que de changer de boîte. Voilà pour mon parcours. Commençons. Du coup, ce que je vous propose pour aborder le sujet, c'est de le décortiquer en 3 points. Pourquoi se poser cette question? Pourquoi c'est important? Quand se la poser? Et comment y répondre? Et puis, je finirai par quelques insights, on va dire, à emporter qui synthétisent un petit peu ce que je vous aurais dit. Et vous verrez, j'essaierai de vous fournir quelques templates pour vous aider dans votre démarche si vous êtes dans cette démarche aujourd'hui ou si vous voulez vous lancer. Donc, sur le pourquoi, la réponse, elle est assez simple. C'est principalement pour avoir de l'impact et de l'impact plus rapidement. Qui dit impact plus rapide, dit feedback plus rapide, dit amélioration du produit plus rapide, dit user satisfait plus rapide et dit croissance, part de marché et ultimement, en fonction de la boîte dans laquelle vous êtes, plus d'impact social, environnemental ou autre. Et quand on se pose cette question et qu'on se dit OK, comment je peux avoir de l'impact plus rapidement? Eh bien, en fait, ça relègue la réponse est-ce que je dois développer ou acheter une solution du marché en second plan. En fait, cette réponse, cette réponse qui est aussi une question, est-ce que je dois acheter ou développer une solution en interne, c'est une facette de la réponse à la question plus globale qui est comment je peux avoir de l'impact plus rapidement. Et si on prend la question plus globale, comment je peux avoir de l'impact plus rapidement et qu'on la décompose, en fait, il peut y avoir une réponse qui est recruter quelqu'un. Ça peut être une manière moins chère, plus rapide de répondre à un besoin et d'avoir de l'impact souhaité. Changer un process, peut-être que c'est juste une question de process et que c'est un process qui n'est pas assez rapide, fluide
et il n'y a pas besoin d'investir du temps d'une feature team pour y aller. Et bien sûr, au moment où on constate que en fait, la meilleure chose à faire, c'est de développer quelque chose, eh bien, c'est à ce moment-là, et on va revenir, qu'il faut se poser la question. Donc, à partir du moment en fait, où on est focus sur l'impact et obsédé même par l'impact, je dirais, on peut se poser les bonnes questions et il faut se rappeler qu'on n'est pas en tant que feature team, hein, des usines à feature, on est plutôt des accélérateurs d'impact. Et il faut qu'on se le présente comme ça. Et c'est ça qui est cool dans cette question, c'est que ça nous fait réfléchir par rapport à notre métier. Et voilà, notre métier, c'est pas de développer des features, c'est de résoudre des problèmes et d'accélérer l'arrivée d'un impact. Et c'est à la fois plus intéressant de voir comme ça, et ça ouvre beaucoup de perspectives. Voilà, et voilà, posez-vous la question vous-même et posez la question aux autres, à d'autres PM pour les challenger sur le sujet. Il y a souvent, les PM sont souvent perdus quand on leur demande de faire quelque chose, mais qu'il n'y a pas forcément de développement à faire. Voilà, s'il n'y a pas de développement à faire, c'est peut-être une bonne nouvelle, hein, finalement. Peut-être que vous avez trouvé une autre solution qui ira plus vite et qui apportera autant d'impact, voire plus. Deuxième raison, le coût d'opportunité, un mot un peu compliqué pour simplement dire que si vous faites un choix A, bah, vous ne pourrez pas faire le choix B que vous n'avez pas pris en même temps. Donc, quand vous faites un choix, en fait, vous faites aussi le choix de renoncer à ce que vous ne pouvez pas faire. Et dans le cas du make or buy, ce qui est intéressant, c'est que, imaginons, vous vous lancez dans le développement en interne, vous savez à peu près que vous en avez pour 2 ans, versus acheter une solution du marché où vous mettrez peut-être 1 an à l'acheter et à la setup, et bien l'année restante, ça vous permet de faire autre chose. Et c'est aussi ça qu'il faut voir dans cette question sur pourquoi se la poser, c'est que il y a aussi le coût de ce qu'on ne peut pas faire et la valeur apportée par ce qu'on ne peut pas faire si on développe en interne qui est à prendre en compte. Ensuite, le gap de maturité. Le gap de maturité, c'est, on le vit, hein, en tant que PM aussi en phase de discovery où on croit avoir compris au bout de 3 jours, mais finalement, c'est le roller coaster de la discovery. On constate que un jour après, il y a un use case qui pète toute notre compréhension et ou une donnée et on repart à zéro ou presque. Et bien, sur le gap de maturité, on peut aussi se tromper et se dire, OK, en fait, j'ai compris la problématique, le développer en interne, c'est simple, ça va se passer comme ça. Et en réalité, on a plus de chances de se tromper que de prédire exactement ce qui va se passer. Tout ça pour dire que une solution du marché, il faut se dire que, elle a plus de bouteilles que nous, dans le sens où ça fait longtemps qu'elle fait ce qu'elle fait. 2, elle a plus de clients sur plusieurs verticaux. Du coup, elle a vraiment poncé, si on peut dire, la problématique dans tous les sens, ce qui leur permet d'avoir un niveau de maturité à l'instant T où vous êtes qui est beaucoup plus élevé que le vôtre. Et il ne faut pas, mon point, le négliger et le sous-estimer. Voilà, atteindre le niveau de maturité d'un éditeur de logiciel qui fait ça depuis quelques années, c'est très dur, voire impossible. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles aussi il faut se poser cette question. Première question où je pense que ça peut vous intéresser de participer, c'est sur la question du coût, et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut se poser la question aussi du make or buy. Selon vous, pour une feature team typique, alors ce que j'appelle typique, c'est un couple EM-PM, environ 4 software engineers et un peu de temps, des équipes, on va dire, transverses ou partagées avec d'autres feature teams, design, user research, data analyst, peut-être légal, sécurité. Pour une feature team comme celle de ce type-là, selon vous, combien ça coûte à votre boîte par an? Voilà, je vous laisse quelques... Il y en a qui réagissent dans le chat. Si jamais vous n'avez pas votre téléphone pour flasher le QR code et répondre avec votre tel, j'ai mis le lien du Slido pour que vous le fassiez depuis votre ordi. Donc, n'hésitez pas à donner votre guess.
On a du 500, du 900 dans le chat aussi. Ok. Si Bon, vous pouvez répondre direct sur Slido, n'hésitez pas, c'est encore mieux comme ça, on aura un petit mapping. yes. Je laisse quelques instants. Hop, allez, j'y ai. Hop, pardon, c'est caché par. Ok. Ok, ça bouge, ça bouge. Bon, bah, la bonne réponse, c'est 900 000 euros par an. Alors, la bonne réponse, c'est une réponse, hein, c'est un coût moyen. Mais voilà, alors 900 000 euros, ça paraît ouf. Et moi, ça m'a paru ouf quand j'ai récupéré cette donnée chez Doctolib. Et je me suis dit, mince, mais comment c'est possible? Et en fait, rien qu'en prenant le salaire de chacune des personnes dans la feature team et en le multipliant par 2, puisque la boîte, hein, vous savez, ou peut-être pas, mais elle paye 2 fois votre salaire. En gros, c'est ce qu'on appelle le salaire chargé, donc avec toutes les taxes, etc. de l'État. Rien qu'en faisant la somme de ces salaires chargés et en ajoutant les fonctions annexes, on va dire, ou support légal, sécurité, etc., c'est comme ça qu'on arrive à atteindre ce coût de 900 000 euros par an. Et ce qui m'amène du coup à la dernière raison, selon moi, pour laquelle il faut se poser cette question, c'est le coût. Voilà, 900 000 euros par an. Si on le ventile par sprint, si vous êtes sur des sprints de 2 semaines, ça fait environ 35 000 à 40 000 euros le sprint. Bon, ça fait un peu peur parce que du coup, ça met un peu de pression sur l'équipe, mais c'est le cas. C'est le cas et il faut se le dire. Et ça renforce l'intérêt de la priorisation que vous faites, mais il ne faut pas que ça vous paralyse non plus à engendrer à débuter des chantiers de fond, que ce soit des chantiers de fond techniques ou fonctionnels qui n'ont pas un retour sur investissement très court terme. Mais voilà, c'est une raison de plus pour se poser la question parce que, bon, quand même, à 900 000 euros par an, vous pouvez vous payer une Rolls-Royce d'outils pour pas mal de problématiques. Maintenant, sur la question du quand. Alors, la question du quand, elle est intéressante. J'y ai un petit peu répondu. En fait, il faut que vous vous placiez au moment où vous êtes dans une feature team, vous avez un impact clair, chiffré à atteindre, vous commencez à le ventiler en objectif, à atteindre sur un trimestre, par exemple. Et quand vous vous dites, bon, bah, en fait, la bonne solution, ou la bonne hypothèse, ou du moins que j'ai pour pouvoir répondre à cette problématique, c'est de développer quelque chose. Et c'est là où il faut prendre le recul par rapport à voilà, notre seul job, c'est pas forcément de développer des choses, mais aussi de peut-être trouver d'autres solutions. Bref, si vous arrivez à la conclusion, il faut qu'on développe quelque chose, c'est là où il faut se poser cette question. D'ailleurs, la question, on peut la préciser également, ça serait plutôt, est-ce qu'on doit le faire en interne, est-ce qu'on doit acheter une solution en externe, ou est-ce qu'on peut réutiliser quelque chose qui est déjà fait? Et d'ailleurs, le interne, il pourrait être enlevé parce que c'est vraiment quelque chose qui est une question qu'il faut se poser sur est-ce que c'est déjà fait? Et ça peut être déjà fait en interne. Si vous travaillez par exemple dans une boîte comme Doctolib avec 70 feature teams, c'est impossible. Je crois qu'il n'y a personne dans la boîte qui sait exactement que tous les feature teams font en ce moment et ont déjà fait. Donc c'est très dur en fait, et c'est un challenge dans des grosses boîtes comme Doctolib de savoir s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui a travaillé sur la problématique que vous êtes en train d'adresser. Et du coup, ça a quand même un avantage, c'est que potentiellement, vu qu'on bosse dans la santé, toutes les feature teams chez Doctolib, il y a potentiellement une feature team qui a déjà travaillé sur le problème et qui a idéalement déjà développé quelque chose si c'est la solution qu'ils ont trouvée. Et c'est important, du coup, aussi de vérifier en interne et aussi le fait d'acheter une solution en externe, c'est pas forcément acheter. Et ça, les équipes techniques ont ce réflexe qui est un super réflexe, c'est toujours de regarder s'il n'y a pas dans le monde open source des librairies qui existent, qui ne peuvent pas répondre à notre besoin, qui sont gratuites, modulo quelques points à prendre en compte dans les licences. Voilà, c'est un peu ne réinventez pas la roue et voilà, ne pas réinventer la roue, ça peut potentiellement aussi dire réutiliser quelque chose qui a déjà été fait en interne ou sur le marché, que ça soit payant ou pas. Ensuite, si on prend un peu de recul par rapport à ce moment sur lequel il faut se poser la question, en fait, en réalité, il faut se poser la question idéalement à différents moments
au moment où vous voulez lancer une feature team. Alors après, ça dépend d'un point de vue hiérarchique où vous vous situez dans votre organisation, mais voilà, c'est un must-have, on va dire, de se poser cette question quand on lance une société. Il n'y a personne qui va vous dire, ouais, je me lance sur telle société sans avoir regardé s'il y avait quelqu'un qui faisait la même chose. Voilà. Mais sûrement parce que l'investissement personnel et financier et autres, il est important quand on se lance dans une société. Mais au vu de l'information que vous avez sur le coût d'une feature team, eh bien, franchement, ça vaut le coup de se poser la question aussi à d'autres moments, quand vous lancez un nouveau produit, une nouvelle feature team, un groupe de feature team pour travailler sur une problématique. Bien sûr, l'investissement en termes de temps, au niveau de l'analyse de est-ce que je dois acheter ou développer en interne, il doit être proportionnel à l'investissement que vous voulez faire. Autrement dit, si c'est une feature qui met 2-3 jours à être développée, ça ne vaut peut-être pas la peine de passer plus de temps à analyser si ça existe déjà. Il faut rester pragmatique, mais voilà, pensez-y à ces différents moments. Chez Docto, nous, on n'a pas respecté ça, bien sûr, hein, puisque dans la pratique, c'est souvent difficile de respecter ce qu'on dit. Nous, donc la feature team dans laquelle je bosse, on s'est posé cette question 3 ans après avoir développé la solution et avoir itéré dessus. Donc un peu tard, vous me direz, mais bon, il y a 3 ans, on n'avait pas la maturité pour se poser cette question. D'où l'objet de ce talk. Hein, si vous êtes à ce moment-là, posez-vous la question. Et rétrospectivement, ce qui est intéressant, c'est que si maintenant on se dit on aurait dû se poser la question il y a 3 ans et qu'on se dit quelle réponse on aurait eu il y a 3 ans, manque de bol, il y a 3 ans, les technos n'existaient pas pour que les solutions puissent se lancer sur ce qu'on voulait faire. Donc, on aurait conclu l'étude en disant il faut qu'on fasse quelque chose en interne parce qu'il n'y a pas de solution sur le marché qui le fait. Et ça lève un point intéressant d'ailleurs, c'est que ce n'est pas parce que vous répondez à la question aujourd'hui, non, il faut pas acheter de solution de marché, il faut le développer en interne. Ça ne veut pas dire que dans 1 an ou 2 ans, il ne faut pas que vous vous reposiez la question pour challenger le choix que vous avez fait, parce que ça va tellement vite qu'il y a forcément des solutions qui se sont lancées entre-temps. Voilà. Et nous, on s'est posé cette question à ce moment-là. Donc, on avait lancé la feature team. Donc, moi, j'étais le PM de la feature team. Il y a un EM qui est arrivé. On a commencé à constituer l'équipe. Et puis, au moment où on a posé un petit peu la vision et les milestones pour pouvoir l'atteindre, on s'est dit, waouh, c'est gros pour atteindre ce qu'on veut atteindre. Il faudrait à peu près 2 ans. Ça vaut peut-être le coup de passer 1 mois à regarder ce qui est fait sur le marché. C'est comme ça que ça s'est passé pour nous. Du coup, comment on y a répondu? Et peut-être une seconde question, c'est après, pardon. Comment on y a répondu? Nous, on y a répondu en 3 étapes principales. Je vais les préciser ensuite. Première étape, regarder sur le marché les solutions qui pouvaient répondre à ce besoin, donc ce que j'appelle le screening du marché. Ensuite, essayer de faire un premier écrémage où on réduit les éditeurs qu'on avait mis dans notre funnel pour pouvoir être plus focus sur chacun d'entre eux et préciser les besoins et travailler avec eux, jusqu'à avoir un éditeur à la fin avec lequel on fait une preuve de concept pour savoir si c'est le bon ou pas. Du coup, sur le screening, un tips qui est hyper cool, je trouve, si vous ne l'avez pas, c'est d'utiliser des cabinets de conseil qui ont fait le job pour vous. Voilà, donc c'est pas feignant, mais c'est une bonne façon d'aller très vite sur le screening du marché. Vous partez d'une problématique, vous regardez ce que Gartner et Forrester, qui sont des cabinets de conseil américains, ont fait sur la problématique. En général, ils ont placé les solutions, ils les ont décortiquées, ils les ont positionnées les unes vis-à-vis des autres avec des pros, des cons, etc. Et ce qui est cool, encore plus, c'est que c'est gratuit, puisque les éditeurs qui figurent dans ces analyses, ils sont tellement contents d'y figurer et ils vont payer pour qu'ils en font la promotion et qu'ils permettent on peut les télécharger en fait gratuitement modulo la fourniture de votre email et de votre numéro de téléphone. Donc ça, c'est vraiment un quick win simple. Vous les téléchargez. Vous avez déjà Forrester et Gartner qui ont dit voilà, sur le marché, il y a peut-être 100 éditeurs, j'en prends 50, et sur les 50, ils disent sur les 50, j'en identifie 10 qui sont en haut du panier par rapport
à leur maturité, à leur capacité à exécuter, etc., etc. Donc, après le screening du marché, on a lancé ce qu'on appelle dans le jargon un RFI. Alors, c'est le jargon et c'est bien de l'employer parce que les éditeurs comprennent immédiatement ce qu'on veut dire par là. Donc, RFI, c'est un acronyme pour ceux qui ne savent pas, celles et ceux qui ne savent pas, pour Request for Information. Donc, grosso modo, vous envoyez une présentation de votre besoin, une grille à compléter, ils répondent et c'est ce qui permet de faire un premier écrémage. Voilà. La présentation du besoin, un slideshow, 10 slides environ dans notre cas. La grille, environ 30 lignes pour 30 besoins. Ils répondent oui, non, je sais faire, je ne sais pas faire, ou je sais faire, mais ça nécessite du développement spécifique, et puis quelques commentaires. Et ajouter à ça, en plus des besoins, comment ils se rémunèrent, donc leur modèle économique, est-ce que c'est au trafic, etc. Et comment ils nous accompagnent sur le setup et ensuite le suivi de la solution, qui est un point important. Après le RFI, bonne nouvelle, il y avait des solutions qui répondaient à notre besoin. On lance du coup un RFP, donc c'est la suite logique du RFI, RFP pour Request for Proposal. Donc là, même grille en fait que le RFI, sauf qu'il y a beaucoup plus de besoins. Donc on a doublé en gros le nombre de besoins, on les a précisés et on est beaucoup plus challenging sur la réponse à chacun des critères. On réduit à 1 ou 2 vendeurs à ce niveau et ensuite on essaye, et en fait c'est l'objectif de tout l'entonnoir que vous avez vu au début, de sécuriser un maximum notre choix. Donc notre besoin s'affine, les réponses des éditeurs s'affinent, jusqu'à arriver à un moment où on leur dit bon, ok, maintenant montrez-nous concrètement comment ça se passe dans votre solution. Ça permet de juger aussi de critères qui sont difficilement jugeables à travers un G-sheet, comme l'expérience utilisateur, l'UI de la solution. Donc là, on essaye vraiment d'aligner notre compréhension avec l'éditeur. Et ce que l'éditeur dit, on le vérifie. Et on est toujours dans cette posture. Et aussi, l'éditeur, il peut dire oui, mais en fait, il peut ne pas avoir compris. Voilà. Un peu comme quand on essaye d'aligner la compréhension entre l'ingé qui prend un ticket et nous qui avons spécifié le ticket. Bon, c'est la partie assurance qualité. Et bien là, on essaye de s'assurer de la qualité de notre compréhension. Et on finit tout de même, en plus, par une preuve de concept. Donc, preuve de concept, c'est quoi? C'est ils nous fournissent la solution et on joue avec. Alors, bon, c'est beaucoup plus carré que ça. On joue avec, on a des critères de succès qui sont définis. Et à la fin, factuellement, on dit critère 1, vert, rouge, critère 2, vert, orange, pourquoi, comment, et on prend la décision. Il faut que ça soit cadré un maximum pour pas qu'on soit dans une zone grise à la fin. Et le POC, rétrospectivement, c'est hyper intéressant. Ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la solution et surtout, ça nous a permis de dérisquer un maximum aussi encore notre choix. On était beaucoup plus sûr de nous, même si on ne peut pas être sûr à 100%, on était beaucoup plus sûr de nous à la fin du POC. Dernière question. Selon vous, ça nous a pris combien de temps pour faire tout ce que je viens de vous présenter, c'est-à-dire du premier contact avec la solution à on va dire, la conclusion du POC. Je laisse quelques instants. Et... Yes, bon, ça réduit un peu. Un mois, c'est possible. Hein. C'est possible et nous, ça nous a pris donc 5 mois. Après, bon, il ne faut pas que vous soyez effrayés par ces 5 mois, dans le sens où moi, j'étais seul principalement à faire l'étude, 1, et 2, en tant que PM, bien sûr, je travaille avec une feature team, et du coup, la feature team, elle devait avancer, donc j'avais que la moitié de mon temps à consacrer. Donc, tout dépend du nombre de personnes, bien sûr, et de votre capacité, mais en tout cas, chez nous, ça nous a pris 5 mois. Et du coup, à la fin du POC, la conclusion était positive, donc on a pris la voie du bail, donc on a enclenché, continué plutôt le processus de négociation du tarif, etc., etc. Et on a préparé le setup. Du coup, quelques mots sur le setup rapide. Premier point, quand vous pensez à la solution, pensez aussi
non pas à toutes les caractéristiques de la solution, mais aussi comment elle va être mise en place chez vous, si c'est compliqué ou pas, comment ça se passe. Et l'analogie que je fais, qui est assez parlante, je trouve, c'est que ça ne sert à rien d'acheter la meilleure voiture qui soit sans avoir la capacité, sans avoir le permis de conduire, en gros. Et du coup, c'est vraiment important que vous vous projetiez sur « Ok, je pars sur cette solution, elle est hyper puissante, mais elle est hyper complexe. Ça va être dur à setup, ça va être long. Potentiellement, ça peut vous faire réviser votre choix sur je ne prends pas la plus complexe, je prends la moins complexe, il y a moins de features, mais au moins, je sais que l'impact que je vais délivrer va être plus rapide et potentiellement, je peux itérer, le besoin aura changé. Enfin bref, c'est peut-être pas le meilleur choix de prendre la solution la plus complexe. Deuxième point, quand vous travaillez sur le setup, en général, et je vous conseille de vous faire accompagner par l'éditeur de la solution, soit par une société de services certifiée sur la solution, soit par l'éditeur lui-même. Demandez le profil du consultant qui travaille avec vous. Voilà, ça va être votre best buddy pendant toute cette aventure. Il faut que vous soyez à l'aise avec lui et nous. Du coup, on n'a pas fait ça. Et le consultant manque de bol, il venait d'arriver chez l'éditeur. On a choisi le consulting de l'éditeur. Et c'était difficile. C'était difficile. En fait, on a eu un support, mais qui était dégradé par le fait qu'il découvrait. Il ne découvrait pas, mais il débutait sur la solution lui-même. Du coup, ça n'a pas été très bénéfique pour nous et on a fait beaucoup de test and learn pour apprendre la solution et on a beaucoup appris par nous-mêmes finalement. Dernier point, du coup, grosso modo, le setup, il nous a pris 6 mois de notre côté. Du premier contact au Go Live, si on additionne avec les 5 mois d'avant, ça nous a pris environ 1 an. On mesure là aujourd'hui, vu que le setup est terminé, le gap qu'on a franchi entre la solution qu'on avait avant et la solution qu'on a. Donc, on est content de notre choix. On découvre des features de la solution qu'on n'aurait même pas imaginé faire et qu'on n'aurait pas eu le temps de faire et qui sont hyper utiles. Donc, c'est intéressant. Et il y a peut-être un point à anticiper, c'est que ça génère quand même un syndrome de la page blanche, puisque imaginez-vous que demain, on vous livre sur une étagère ce que vous avez prévu de faire durant les prochaines années. Voilà, c'est un point qui est à anticiper et qui est intéressant d'ailleurs à anticiper, puisque ça chiffre le mode de pensée sur comment maintenant on leverage la solution pour atteindre plus d'impact, comment on plug la solution pour décupler son impact, etc., etc. Pour finir, si je devais synthétiser sur 10 insights, premier insight, la question, c'est pas est-ce que je dois faire en interne ou pas, c'est plutôt comment je peux avoir de l'impact plus rapidement. Et une composante de cette question, c'est est-ce que je dois faire en interne ou pas. Deuxième point, rappelez-vous du coût d'une feature team et utilisez-le pour vous challenger vous-même dans vos choix, mais aussi pour challenger les autres également. 3, Gartner et Forrester, franchement, abusez-en. C'est hyper intéressant, mais tout de même, voilà, ce n'est pas Gartner et Forrester qui vont guider vos choix, hein, c'est des analyses qui sont globales pour que vous ayez confiance en vous, soit pour ajouter des éditeurs qui ne figurent pas, soit pour ne pas prendre les meilleurs selon Forrester, parce que en fait, les meilleurs selon Forrester, par exemple, ce n'est pas forcément les meilleurs pour vous. Donc, toujours, hein, gardez ce recul-là. Le RFI, le RFP, le POC, le setup, tout ça, c'est des projets et il faut qu'ils soient cadrés comme des projets. Donc, soyez rigoureux dans votre gestion de projet. Des zooners clairs, un découpage clair, des zooners clairs, des ETA clairs et une gouvernance associée claire pour pouvoir lever les points, s'améliorer au fur et à mesure. Dans tous ces process, surtout dans le RFP, dans le RFI, envoyez les mêmes docs à tous les éditeurs. Ça vous facilitera le travail d'analyse en amont. Voilà, grosso modo, vous envoyez la même G-sheet et derrière, vous avez même préparé la conclusion de cette G-sheet et les calculs associés quand les éditeurs vous répondent. Point à propos du temps, qui est important, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, soyez le maître du temps. Les éditeurs, ils vont
tous vous tirer sur le t-shirt pour vous ramener vers eux. Oui, c'est nous les meilleurs. On peut vous montrer ça, ça, ça. Ils vont vous appeler, ils vont vous envoyer des emails en fonction de leur méthode. C'est vous qui dictez les règles. Donc, soyez forts là-dessus. Exemple, de mon côté, le RFI, je vais demander des infos de prix sans même, juste en envoyant un email. Et il y a des éditeurs américains qui m'ont dit, mais non, mais attendez, on ne fait pas comme ça, on ne fonctionne pas comme ça, on n'envoie jamais de prix, il faut qu'on discute, etc. Bah non, en fait, vous faites, soit vous voulez un client et vous faites comme ça et vous vous alignez avec les autres, soit voilà, c'est vous qui dictez les règles et il faut que vous soyez fort là-dessus parce qu'ils vont vous challenger, vous. Et vous allez être face à des gens qui ont potentiellement beaucoup plus de bouteilles que vous. Donc, il faut que vous arriviez à garder les principes que vous êtes fixés au début. Si vous avez la chance de travailler avec une équipe procurement et d'avoir une équipe de ce type-là dans votre société, eh bien, embarquez-les dès le début. Moi, ils ont été d'une grande aide pour négocier les prix. Voilà, ils ont vraiment fait une partie d'échec avec l'éditeur et ils aident beaucoup. Ils sont très expérimentés sur les processus d'achat. Donc, ils sont d'une grande aide sur le sujet. Ensuite, l'éditeur, considérez-le, et faites en sorte que ça soit un membre de votre équipe. Il ne faut pas que vous soyez dans une relation client-fournisseur, il faut que vous soyez vraiment dans une relation où c'est un membre de votre équipe, il n'y a pas de zone grise, vous vous parlez franchement, et du coup, on va dire, ça, c'est ce qui va contribuer à faire en sorte que ça se passe bien et que le setup et que le projet globalement se passe bien. Donc, soyez attentifs à ça, même dans le cadre de votre sélection. Ce n'est pas des critères qui sont tangibles, mais l'attitude du vendeur, la manière dont vous interagissez avec lui, la manière dont il interagit avec vous, ça prédit la manière dont il va être au moment du setup, etc. Donc, c'est hyper important, ces signaux faibles aussi. Avant-dernier point, et un des plus importants, votre feature team dans tout ça, si vous êtes dans le cas où il y a déjà une feature team qui travaille sur le job, il faut que déjà vous-même, il faut que vous soyez confortable avec la situation, puisque ça remet en cause un peu votre travail de PM. Donc, moi, ça m'a un peu perturbé au début en me disant, mais attendez, si on prend une solution, grosso modo, à quoi je sers? Et la feature team, elle se pose exactement la même question, mais en puissance un peu plus, quoi. Du coup, il faut absolument que vous fassiez en sorte qu'ils soient confortables vis-à-vis de ce choix. Et en les refocusant sur l'impact qu'on souhaite atteindre, bah, c'est simple en fait. Quand on leur dit, bah, typiquement, ce qu'on voulait faire en 2 ans, on va le faire en 1 an, bah, rationnellement, tout le monde tombe d'accord. Il n'y a pas de questions, d'autres questions qui rentrent en jeu. Et puis, bah, c'est pas grave, hein, si on n'a plus rien à faire, il y a plein d'autres sujets et on peut changer la mission de l'équipe et puis avancer sur un autre sujet. Et dernier point, le fait d'acheter une solution, c'est quelque chose, mais derrière, la setup, la rendre utilisable, la rendre utilisée et faire en sorte qu'elle apporte l'impact qu'on souhaitait, c'est un autre enjeu qui est, je dirais, aussi difficile, voire plus, que le fait de trouver la bonne solution et de l'acheter. Un peu comme une feature, quand on la release, eh bien, c'est que le début du travail, enfin, en tout cas de mon point de vue, la majeure partie du travail, ça vient après sur l'améliorer, etc., etc. Vous connaissez. Voilà, j'espère que ça a été intéressant. Quelques documents qu'on a utilisés, que j'ai anonymisés, bien sûr, que vous pouvez utiliser, vous, pour accélérer votre démarche. Et puis, j'espère que du coup, vous pourrez au moins vous poser cette question au moment où vous jugez ça opportun et que voilà, ça vous aidera dans vos problématiques au quotidien. Hyper cool, merci Brice. Et il y a énormément de questions. Tu vas avoir du boulot là dans les minutes qui suivent. Cool. Et aussi déjà beaucoup de remerciements. J'en profite, vous êtes beaucoup à nous écrire en OT panéliste sur Zoom. N'hésitez pas à cocher tout le monde, comme ça les gens peuvent vous répondre, upvoter vos questions, etc. Du coup, on va passer au Q&A, mais juste avant, je voulais vous donner un petit peu les news côté TPC et commencer peut-être pour ceux qui ne connaissent pas à expliquer ce que c'est TPC.
Donc, notre vision chez The Product Crew, c'est d'aider les startups à accélérer vers une croissance de long terme, et ça principalement grâce à l'expertise des meilleurs talents de la tech. Et c'est pour ça qu'on a créé cette communauté, The Product Crew, qui est sélective et qui réunit un peu les top dev, product, design et data people de la scène française. Qu'en 2 ans, on est devenu 10 000 membres et qui s'aident à progresser dans leur métier en continu, avec des ressources techniques expertes, des événements, du coaching, des lives comme celui-ci. Et on aide aussi nos membres à trouver leur prochain job au sein des meilleures startups et entreprises tech. Donc, ce système, il fonctionne sous la forme d'un sprint de 1 mois, pour le coup, qui vient de commencer pour juin. Et là, on s'apprête à fermer les inscriptions et durant lesquelles on propose des opportunités qui matchent avec ce que vous recherchez. Donc, si ça vous intéresse, il suffit de flasher avec votre tel le QR code de gauche. Ça, c'est pour devenir membre, et donc rejoindre la communauté au sens global, profiter du savoir et peut-être aussi participer en tant que speaker ou en tant que contributeur. Et il y a aussi le QR code de droite pour participer vous directement au sprint de recrutement de juin si c'est ce qui vous intéresse. Voilà, très intéressé aussi d'avoir votre feedback sur ces sujets dans le chat. Est-ce que vous avez des problématiques en ce moment, que vous soyez membre ou pas? Est-ce que la communauté pourrait vous aider dans votre quotidien sur des sujets en particulier? Dites-le nous, comme ça on n'hésitera pas à créer des solutions spécifiquement pour vos enjeux. C'est vraiment la vocation de TPC. Et voilà, ça nous amène aux questions. Et du coup, on va vous donner le micro. Je vais essayer d'en traiter le maximum possible. Et Brice, du coup, essayez peut-être de faire des réponses qui soient pas trop longues, qu'on en traite le maximum. Vous avez aussi posé des questions sur Slido et dans le chat, donc on va suivre des 2 côtés. Le premier à qui on va donner le micro, c'est Christophe Dos Santos, parce que tu as posé plusieurs questions vraiment intéressantes. Si tu peux, Lucie est en train de te donner l'accès, donc voilà, c'est bon, tu as activé ton micro. À toi de jouer, Christophe. Hello, merci. Ça va? Ça va et toi, Mathias? Vas-y, à toi de jouer. La question que j'avais, merci Brice pour la présentation. Ça, effectivement, c'est un modèle, moi, personnellement, que j'ai pu confronter dans mode grosse boîte et avec, dans mes besoins, j'avais plusieurs personnes qui pouvaient répondre à ces besoins, mais imaginons que tu cherches un truc, on va dire, soit un peu pointu, un peu de niche, un peu spécifique ou un peu nouveau. Imaginons que tu aies un seul ou 2 vendors qui peuvent potentiellement répondre à ton besoin. Comment tu fais? Parce que je pense que tu ne vas pas lancer un RFI, RFP, etc. Disons, tu as bien fait ton étude, tu as bien ciblé qu'il y a une ou deux personnes qui peuvent potentiellement t'aider. Comment tu fais dans ce cas-là? Moi, je dirais que tu suis la même démarche, sauf que tu l'accélères un maximum. C'est-à-dire que tu fais pas de screening, tu passes directement à l'étape, je dirais même, Okay. ouais, tu passes quand même par le RFI et le RFP. Je dirais que RFI et RFP, c'est un bien grand mot, mais grosso modo, tu envoies quand même les docs du RFI aux 2 éditeurs. Et pareil pour le RFP. Ce qu'on a, le RFP, le RFP et les RFI, dans le cas de 2 éditeurs, c'est un email. Et moi, d'ailleurs, c'était un email que je leur ai envoyé. Je dirais que le danger, ça serait de se dire, il n'y a que 2 éditeurs, on prend un raccourci. Et du coup, la rigueur empathie, je dirais plutôt, voilà, tant mieux, ça va aller beaucoup plus vite, tu vas aller beaucoup plus vite à analyser les réponses. Mais quand même, le fait de se mettre en mode RFI et RFP, ça te permet, toi, de bien poser ton besoin, de bien le préciser aussi en interne avec les gens qui travaillent avec toi. Et du coup, c'est bien de garder ça. Voilà. Ok, cool, merci. Ouais. Hop, et on va passer à Benoît Guyot, qui va te donner le micro. J'espère que tu vas bien. Tu avais une question justement sur le fait que c'est peut-être valable spécifiquement plus pour les grosses boîtes. Je te laisse expliquer un petit peu ta pensée. On ne t'entend pas, Benoît. Ouais, on ne t'entend pas. Quand il a activé son micro, c'est pas grave. Je vais le lire pour toi. Désolé, Benoît, on ne t'entendra pas aujourd'hui, mais je la pose quand même. Du coup, après, c'est valable que pour les grosses boîtes. Pour devant une startup qui se dit tiens, on va pas de dev en interne, c'est trop cher. Ils vont pas envoyer des RFI, FRP, car personne ne va répondre. Qu'est-ce que tu en penses, Brice? Pourquoi ils ne répondraient pas? Enfin, je veux dire, le job des éditeurs, c'est de vendre leurs solutions. Donc, peu importe si vous êtes la startup du coin ou une boîte comme Doctolib, effectivement, une boîte comme Doctolib, ils vont peut-être répondre plus rapidement. Ils vont ils vont peut-être répondre plus rapidement, mais bon, en théorie, ils vont répondre. Et s'ils ne répondent pas, tant mieux en même temps, parce que
un éditeur qui répond pas parce que tu es une petite boîte, c'est pas forcément un éditeur avec lequel tu as envie de travailler. Voilà. Et attention, RFI, RFP, c'est des gros mots. C'est des bien grands mots pour dire, et ça fait très lourd comme process et très grosse boîte, mais concrètement, RFP, RFP, je l'ai employé juste parce que les éditeurs, eux, quand tu dis RFP, hop, RFP, RFI, ils te mettent dans une case et ça va beaucoup plus vite de leur côté. Mais nous, de notre côté, le RFI, c'est 10 slides, un G-sheet de 30 lignes, et le RFP, c'est un G-sheet de 60 lignes. Hein, c'est tout. Il y a rien d'autre et rien de plus. Ouais. Voilà. Ok, donc cet enjeu de ne pas demander trop non plus et d'aller direct droit au but sur les infos qui te permettent de juger. Oui, et comme oui. ça, c'est pas trop lourd aussi pour les prestats. Ok, trop cool. Cécilia, on va te donner le micro. Et juste après, Gauthier aussi, tu avais buildé Cécilia sur la question de Gauthier, mais là, c'est pour l'intégration de la solution. Si tu veux poser ta question là-dessus, Cécilia, après, on passera le micro à Gauthier pour sa question. Pas de souci. Bonjour. Oui. J'avais une question qui était plutôt, si on se situe du côté du vendor, quelles sont les protections que lui a? Parce que finalement, dans ce process, il nous ouvre toutes ses portes, il nous file les accès à son produit. C'est quoi ces protections pour s'assurer que ce n'est pas un mystery shopping ou de l'espionnage finalement? Ouais. C'est une super question. C'est un point que je n'ai pas abordé là, mais soit ça viendra de l'éditeur, soit ça viendra de la boîte dans laquelle vous travaillez. Mais en tout cas, chez Doctolib, à partir du moment, au début du RFI, où moi, j'ai voulu envoyer des infos sur notre besoin, on a été obligé de signer un NDA. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un accord de confidentialité avec l'éditeur, ce qui protège à la fois l'éditeur et vous en tant que boîte pour que les infos que vous partagez ne fuitent pas. Et du coup, quand tu arrives sur cette étape de NDA, à moins que tu aies vraiment quelqu'un qui fait de la veille concurrentielle et qui va aller jusqu'à falsifier un NDA, les risques légaux seraient trop importants, je pense, pour passer outre. Et voilà. Donc, ça serait la manière de sécuriser ça, à la fois côté annonceur et côté éditeur, c'est ce document. Et d'ailleurs, ce document, pensez-y assez tôt si votre boîte le nécessite, parce que ça va vous ralentir sur votre projet, dans le sens où, c'est pour certains éditeurs, moi, ça a mis 2 semaines d'aller-retour pour que ça soit signé, parce que l'éditeur disait non, moi, je veux pas que ça soit dit comme ça, et c'est des questions légales très précises sur des termes, et c'est assez long. Voilà. Et alors, je pousse juste rapidement la question. Qu'est-ce qui se passe si d'aventure, j'ai signé ce NDA, tout le monde a signé le NDA, mais je me dis, finalement, je décide de développer en interne parce que je n'ai pas trouvé ce que je cherchais sur le marché. Ouais. Pas grave, hein. C'est pas grave, ça c'est le job des éditeurs, tu sais, ils perdent des prospects dès le début de leur funnel, on va dire, d'attaque, ou à la toute fin, imaginons, c'est le cas le pire, ils ont investi 3 semaines, 2 consultants pour répondre aux besoins. Malheureusement, on peut leur dire non, ils sont habitués à ça. Et d'ailleurs, vous, en tant que porteur de l'étude, il faut que vous soyez prêt aussi à dire non et à donner un feedback proportionnel au temps investi par l'éditeur. Il ne s'agit pas de leur dire non et salut alors qu'ils ont investi 3 semaines de temps. Non, s'ils ont investi 3 semaines, vous pouvez peut-être prendre 1 heure avec eux pour leur expliquer pourquoi. Un peu comme un process de recrutement finalement. Voilà. D'accord. Yes, on va passer à la question de Gauthier du coup. On te donne le micro si tu veux la poster. Yes, salut. Salut Gauthier. Salut. Salut à tous, merci beaucoup du coup pour la presse. J'avais 2 questions en réalité. La première, juste, c'était est-ce que vous onboardez une partie des équipes dans ces cas-là quand vous rachetez un produit ou pas forcément? Attention, on l'a pas racheté. Non, mais on l'a acheté. Non, mais parce que tu as raison, mais le racheter est intéressant parce que quand tu es une boîte comme Doctolib et que tu fais une étude de marché comme ça et que la boîte qui répond est une boîte petite potentiellement, où tu peux te permettre de te dire, en fait, on ne va pas acheter la solution, on va racheter la boîte qui fait la solution. Donc, c'est intéressant. Mais bon. Pardon, du coup, j'ai
J'ai perdu ta question. Et du coup, c'était dans le cas là, vous achetez un produit, en l'occurrence celui que nous a présenté. Est-ce que vous onboardez une partie de l'équipe en même temps ou... Oui. Effectivement, c'est un super point. Il ne faut pas, bien sûr, que vous fassiez cette étude. Il faut qu'il y ait un leader sur l'étude. Idéalement, il faut que le leader de l'étude soit pas quelqu'un, par exemple, de l'IT dans des grosses boîtes comme on le voit habituellement, mais plutôt quelqu'un qui va être user du produit qu'il est en train d'acheter, parce que du coup, ça sera beaucoup plus pertinent en termes de choix. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et deuxième élément, aux différents moments qu'on a vus, RFI, RFP, plus on avance dans le process et que le choix se précise, plus il faut inclure de gens. Par exemple, de mon côté, au début, vous n'allez pas inclure les gens sur les 13 éditeurs, parce que ça va créer du bruit et ils vont décrocher. Mais au moment où vous commencez à vous commencez à clôturer le RFI, là, vous faites un point d'étape et vous invitez les gens. Et les gens, du coup, en tête, ils auront, OK, en fait, il reste 5 solutions en liste. Ensuite, au moment où vous passez au RFP et qu'à la fin, vous pensez qu'il y en a une ou deux, là, vous commencez à inviter les gens lors des démos. Et surtout, peut-être le manager du manager ou la personne qui, finalement, à la fin, va mettre sa signature sur le contrat pour acheter en fonction de la taille de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et c'est un point important, effectivement, parce qu'il faut dérisquer votre choix vous-même, vous-même, avec les critères factuels que vous avez, faire contribuer les gens un maximum aux critères pour que la voix de chaque personne soit représentée. Et aussi, il faut que vous dérisquiez votre choix aussi en interne pour pas qu'il y ait une personne à un moment qui dise en fait, non, je dis n'importe quoi. Il vous reste 2 solutions, c'est des solutions SaaS, hébergement des données aux États-Unis, c'est pas possible. Là, ça pète votre process à la toute fin. Et il faut absolument que les requirements liés au stockage de données, vous les ayez au début, si c'est vraiment un requirement qui peut conduire à un no-go à la fin. Voilà. Donc, faut être hyper attentif à ça, mais on peut faire le parallèle à une feature. Au début, quand vous faites votre expression de besoin, on va dire, au niveau de la feature, vous essayez de la comprendre et vous la peaufinez, vous vérifiez qu'elle match les besoins de tout le monde. Et bien là, c'est la même chose. Il faut absolument que votre solution elle matche les besoins de tout le monde et pour que ça soit le plus fluide possible, ce process. Bon. J'ai répondu à ta question. Ok, super intéressant. Merci. Je sais quelqu'un qui a sonné en même temps. Je vais m'arrêter là. Merci Gauthier. Ouais, on arrive au bout. Il y a énormément de questions, donc je vais peut-être faire un mini fire liste de questions pour toi, Brice, et genre réponse en 10 secondes. Est-ce que ça te convient? Vas-y. Comme ça, on essaie d'aider un maximum de monde. Et tous les autres, je vous invite à contacter peut-être Brice sur LinkedIn pour échanger, ou tu pourras peut-être partager le meilleur moyen de connecter avec toi, Brice. Mais du coup, j'enchaîne. On a une personne anonyme qui te demandait quel est le coût de setup de l'outil, le temps pris en interne pour l'intégrer versus le temps que vous aurez pris de dev un MVP. Alors, je crois qu'il y avait une faute d'orthographe, mais le coût de setup de l'outil globalement. C'est une bonne question. Quand on a comparé les coûts entre la solution externe et le développé en interne, on a pris en compte le coût de setup de la solution externe. Voilà. C'est ce qu'on a appelé, nous, le total cost of ownership. C'est vraiment tout ce que ça comprend, y compris même le temps de la personne qui sera recrutée pour s'occuper de la solution. Donc voilà, il faut vraiment que vous le prévoyez au début. Et nous, ça a coûté environ 100 000 € le setup de la solution, c'est-à-dire le support de l'équipe de consultants de la solution. Voilà. Ouais. Mais bon, ça, c'est une donnée qui est vraiment variable en fonction de votre besoin. C'est vrai, effectivement, mais du coup, pas à prendre en compte, quoi. C'est pas forcément, oui, c'est ça, à prendre en compte au début. C'est pas un petit coup. Astrid qui te demande rétroactivement, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment et pourquoi? Enfin, vous auriez fait en tant qu'équipe, bien sûr. Je dirais que peut-être investir plus de temps pour que ça soit plus rapide au niveau de l'étude. Parce qu'au début, on partait avec un a priori en mode, bon, on fait l'étude, mais il y avait quand même des personnes et moi-même, je n'étais pas convaincu qu'on trouverait une réponse à notre besoin sur le marché. Et du coup, ce biais-là fait que potentiellement, tu n'investis pas un temps sur l'étude qui est assez important pour qu'elle aboutisse assez vite. Et voilà, faut vraiment partir dans l'étude en se disant, mais j'y vais à fond, et j'y vais en mode,
c'est possible, quoi. Et je peux décommissionner ce que je fais et acheter une solution du marché. Je dirais ça. Ouais. Ok. Sophia qui dit, est-ce que c'est toi en tant que PM qui t'occupe de faire la sélection des partenaires et de compléter les RFP? Oui, oui, enfin, dans notre contexte, oui, ça a été moi, parce que j'étais le PM de la solution interne, donc j'étais entre guillemets, le mieux placé avec l'équipe pour remplir ces critères, ce qu'on avait besoin. Mais voilà, dans d'autres contextes, je conseille que ça soit une personne qui va être utilisatrice de l'outil final. Voilà. Ça sera beaucoup plus pertinente pour faire ces choix. Carrément. Et sur la partie POC, tu l'as organisé comme un sprint ou c'était un projet ad hoc? Ouais, c'est intéressant. La partie POC, du coup, c'était effectivement un sprint de 2 semaines avec le vendor. Donc, je vous conseille de fixer une time box à 2 semaines parce que c'est dur d'être focus sur ce sujet-là en plus des autres. Et en parallèle, on avait un sprint de la feature team pour assesser l'API, etc. du vendor. Voilà, donc ça dépend de l'outil. Mais du coup, de notre côté, voilà, on testait l'API. Enfin, tout ce qu'on voulait tester qui était plus tech, c'était l'équipe technique qui le testait en mode user story dans le sprint. Ouais. D'accord, hyper intéressant. Et justement, tu parles de user story. Là, il y a une question, ce sera un peu la dernière. Est-ce qu'il y a eu un rôle pour le design dans tout ça? Je dirais non. Non, mais c'est parce qu'on n'avait pas forcément la capacité, nous, de notre côté. C'est-à-dire qu'on n'avait pas, voilà, on n'a pas une capacité de designer, même à Doctolib, qui est illimitée. Donc, on n'avait pas de personnes qui pouvaient nous aider sur le sujet. Donc, idéalement, j'aurais dit oui, parce que pour juger de l'expérience utilisateur, et il n'y a pas mieux qu'un user researcher ou un designer. Mais voilà, donc non dans notre contexte, mais oui, idéalement. Voilà. Ok, hyper cool. Bah, écoute, ce sera le mot de la fin. Il y avait Loïc qui disait merci, très intéressant. Et la difficulté, selon lui, c'est de convaincre tout le monde d'aller dans cette direction. Et Oui. apparemment, tu as donné quelques billes intéressantes, selon lui, sur ce sujet. Donc vraiment, merci beaucoup à tous les autres. Désolé si on n'a pas pu vous poser votre question. N'hésitez pas à connecter. Je ne sais pas si tu veux partager un lien, Brice, ou une manière. LinkedIn, ça peut être bien. Ouais. Voilà. Parfait. Et puis, ouais. On vous enverra aussi un petit récap. Il y a Lucie qui a pris des notes. Donc voilà, vous aurez accès un peu à la substance de cette intervention. Si tu veux aussi donner la référence du chiffre de 900K, Brice demandait, n'hésite pas à me l'envoyer et on la mettra dans le petit mail récap parce que ça a été demandé, la source. Et voilà, écoutez, merci à tous. On vous laisse partir déjeuner. On espère que ça vous a beaucoup plu, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de remerciements dans le chat. Donc, merci énormément à tous et merci à toi, Brice aussi. Ouais. À très bientôt.